bienvenue à tous. Alors, je me présente très rapidement. Donc, je suis Céline Lopez et j'ai créé et je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle The Smart Factory, comme c'est inscrit à l'écran, qui est un cabinet donc, de conseil en stratégie de marque, avec une spécialité, c'est les industries créatives. Alors, les industries créatives, je ne sais pas si ça vous parle. En gros, c'est tout ce qui est mode, luxe, le lifestyle en général. Donc, ça peut être l'architecture, le design, le mobilier, la food, l'hôtellerie. Voilà, enfin, tout notre art de vivre. Alors, mon objectif aujourd'hui, parce que j'en ai un, alors 30 minutes, déjà, ça va être un gros challenge quand même, parce que j'ai rarement eu à expliquer ma méthode, en gros, en si peu de temps, donc on va tenter. En tout cas, ça va être un espèce de teasing qui, j'espère, vous donnera envie d'aller un peu plus loin, et je suis à votre disposition par la suite. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous apporter une innovation, comme sûrement vous en avez vu plein aujourd'hui ou hier. C'est plutôt une alternative. C'est plutôt l'idée que voilà, vous présentez une méthode alternative qui va vous faire peut-être découvrir une approche nouvelle de la création et de la transformation des marques aujourd'hui, qu'elles soient dans les industries créatives ou pas d'ailleurs. Alors, pourquoi le socle identitaire stratégique? Alors effectivement, je vais vous parler un petit peu de mon parcours parce que ça va expliquer la raison pour laquelle j'ai créé mon cabinet et j'ai fondé cette nouvelle approche. C'est qu'en fait, j'ai travaillé pendant 25 ans dans les industries créatives pour des marques assez connues, à des postes de direction de collection ou direction de marque. Et j'ai fait un constat pendant toutes ces 25 belles années, c'est qu'en fait, beaucoup de crises nous mettaient souvent en difficulté, beaucoup de rachats nous mettaient en difficulté. Et systématiquement, on appliquait à peu près les mêmes recettes, les mêmes méthodes. On avait aussi des cabinets de conseil qui venaient nous accompagner sur ces transformations et ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire. Voilà, je vous cite quelques marques pour lesquelles j'ai travaillé en tant que salarié ou en tant que conseil. Et voilà. Et en fait, les méthodes qu'on me proposait, c'était celles-ci. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous connaissez ou pas ces trois méthodes, enfin ces trois outils que sont la plateforme de marque, le prisme identité ou de Cap Ferrer et l'ikigai de marque. Alors si vous ne les connaissez pas, je vais faire comme si vous ne les connaissiez pas et je vais vous en parler, mais très rapidement bien évidemment. Ce sont des outils marketing qui servent normalement à révéler l'identité, la singularité d'une marque à travers la mission, la raison d'être, la vocation, enfin il y a plein de mots qui viennent se graviter autour de ça. Et donc moi, je les ai pratiqués, on me les a souvent proposés, je les ai souvent utilisés et malheureusement, ils ne me servaient strictement à rien. C'est très honnête ce que je vous dis là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en réfléchissant bien, avec la plateforme de marque, en fait, il y avait une identité de marque qui était bâtie surtout sur l'existant. Donc on analysait, on réunissait tout un tas de personnes autour d'une table, souvent le comité de direction, et puis on s'interrogeait, on se demandait tous alors c'est quoi notre identité, c'est quoi notre mission, et puis on brainstormait, on faisait des super visuels, bref, on mettait des grandes idées comme ça sur le board, et au final on avait quelque chose qui était, comme son nom l'indique, assez plat, il n'y avait pas d'aspérité, en tout cas moi j'y trouvais pas notre singularité, j'y trouvais pas notre sens, très clairement. Et puis est venu le prisme de Cap Ferrer, ou prisme d'identité. Cap Ferrer, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le monde du luxe. Ça a été un conseiller pendant pas mal d'années auprès des très très grands chez LVMH notamment. Donc c'est un conseil en identité de marque. Et lui, il a eu une approche qui était également assez intéressante parce qu'il a compris qu'effectivement, on ne pouvait pas faire juste un espèce de bilan et un état des lieux sur l'actualité, sur l'existant, mais qu'il fallait un peu s'interroger sur comment était la marque avant, comment elle a évolué, et puis être capable comme ça d'identifier une espèce de trajectoire de marque pour identifier quelle était sa singularité. Et ça aussi, c'est pas mal. On avait déjà un peu progressé, mais c'était encore insuffisant pour moi. Et l'ikigai de marque, c'est une méthode qui vient du Japon. L'ikigai, c'est la raison d'être en fait en japonais, pardon. Et cette identité de marque, elle est fondée sur la personne morale qui est la société. Et là aussi, du coup, il y a une forme de désincarnation. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse peu finalement aux gens qui sont derrière cette marque, qui l'ont fondée, mais plus sur la marque comme si c'était une entité à part entière, un peu from scratch, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment à travers la dernière marque pour laquelle j'ai travaillé, qui est Castelbajac Paris, qui est donc une marque qui a été fondée par un artiste qui s'appelle Jean-Charles de Castelbajac, qui opère encore aujourd'hui en tant qu'artiste essentiellement. Et en fait,
je me suis dit, il y a quand même quelque chose auquel on fait très peu allusion. Alors on raconte beaucoup l'histoire de la marque, mais on ne s'interroge pas à cet homme qui est derrière cette marque, à son fondateur. Et puis, on ne se demande pas non plus pourquoi il a créé cette marque. On explique beaucoup ce qu'est la marque, comment elle s'exprime, on parle beaucoup de son iconographie, de son style, mais finalement, l'incarnation, les origines, et ce que moi j'appelle la vision du monde de cet homme qui a été à la base de cette marque, on ne la connaît pas, on ne va pas la chercher, on ne l'exploite pas du tout. Je me suis dit, à mon avis, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Et en effet, pour moi, ça c'est selon moi les leviers du succès, et puis je les ai maintes et maintes fois éprouvés, et ça devient vraiment pour moi des convictions, c'est on doit partir nécessairement des ancrages, des racines. Alors c'est l'histoire, mais pas que, vous allez le voir, qui permet de dégager à partir de cette histoire personnelle de cet homme ou de cette femme qui a fondé cette marque, la vision du monde qu'il a. Et de cette vision du monde, on arrive à créer du sens et du coup de l'émotion. Ça, c'est ma conviction. J'espère que je vais vous faire adhérer à cette façon de voir le monde. Et je pense qu'il faut d'autant plus donner du sens aujourd'hui, c'est qu'on est en... Ça va pas être un scoop de la journée, c'est clair. On est en pleine crise, et avec un S en plus, entre la crise sanitaire qu'on vient de vivre, mais la crise économique. Bon, il y a des crises aujourd'hui qu'on peut appeler aussi des crises de sens. Il y a plein de gens qui ne savent plus pourquoi ils font les choses. Il y a aussi des transformations auxquelles on assiste. Alors, il y a eu le tout digital, maintenant c'est tout le développement durable. Bref, il y a beaucoup d'injonctions auxquelles on doit se soumettre, auxquelles les marques doivent se soumettre. Et avec tout ça, elles sont un peu larguées. Il faut dire les choses comme elles sont. En tout cas, moi, celles que je récupère, elles sont un petit peu perdues. Et elles finissent surtout par avoir un discours assez monolithique. Et elles confondent toutes, in fine, ce qui est censé être leur raison d'être avec une façon de faire. Vous verrez, peut-être avec cette nouvelle grille de lecture, essayez d'aller voir un peu des marques qui se proclament éthiques, éco-responsables, etc. Elles ont toutes, pro ou pro, le même discours. Et en fait, quand on regarde bien, elles sont surtout axées sur la façon dont elles font les choses. Plutôt bien en général, puisqu'elles produisent en France, ou en tout cas elles vont en Europe, et puis elles s'associent à des fondations, enfin elles font les choses plutôt bien. Sur le papier, ça a l'air d'être vachement bien. Mais en fait, pourquoi elles le font ? Quelle est la réelle motivation de cette marque à le faire ? Et bien sûr, quelle est cette vision du monde à laquelle ces marques souhaitent nous faire adhérer ? Alors, une belle petite pyramide. En fait, ça s'explique... Quand je dis qu'on change de paradigme, là aussi, c'est des grands poncifs, mais je pense qu'ils vont vous parler à tous. C'est que... Je vais vous faire un petit peu d'histoire. Dans les années 50, à l'époque encore, on était dans une phase où les marques étaient des agents que j'appelle les agents commerciaux. C'est ce qui est à droite. En fait, ils avaient comme obligation d'informer les gens de la qualité intrinsèque de leurs produits, et ils se fichaient un petit peu de qui était derrière tout ça, ou qui était le consommateur, parce que de toute façon, la marque était censée répondre à des besoins, les besoins fondamentaux, de se vêtir, de manger, etc. Ça, c'était les années 50. Et donc, voilà, c'est donc les besoins primaires, c'est le fait d'avoir. On a besoin de posséder les choses, parce que ça répond à un besoin presque primitif. Je vous parlerai après des ordres, parce que c'est un truc un peu plus perché, mais qui est, à mon avis, très intéressant, et en tout cas qui nourrit ma pensée. C'est qu'une fois que vous avez répondu à ces besoins, donc après les années 50, il y a eu les années 80, 70-80, où là, les besoins fondamentaux, ils ont été remplis, grosso modo. Et donc, on accède à une nouvelle ère, qui est l'ère de... Il faut faire rêver les gens. Parce que ça, c'est aussi un besoin pour l'être humain. Je ne sais pas si les animaux ont besoin de rêver, mais nous, on a besoin de rêver. C'est un besoin vital. Et on a besoin de se rêver aussi, c'est-à-dire de se projeter entre le passé et l'avenir. Donc, ce besoin-là, les marques, elles s'en sont aussi emparées. Elles l'ont compris. Donc, elles ont développé ce qu'on appelle le marketing imaginaire. Donc, c'est tout le côté storytelling... Bon, ça aussi, c'est des mots, je pense, qui vous parlent à tous. Et clairement, le job, il a plutôt été bien fait. Hein. On a des campagnes plutôt oniriques. Les messages sont censés faire le job du rêve. Sauf que là aussi, les choses ont changé. Depuis les années 2000, et puis ça s'accentue avec toutes les crises qu'on vient de vivre, c'est qu'en fait, maintenant, les besoins fondamentaux de l'avoir et de l'imaginaire et de la possession, on les a comblés. Ce qu'on arrive moins à combler, c'est le sens. En gros, le sens, c'est pourquoi on se lève le matin, quoi.
Pourquoi est-ce que le matin, je trouve l'envie, l'énergie de prendre mon métro, ma voiture et d'aller bosser et d'aller vendre mes produits, etc. Ça fonctionne beaucoup moins bien et c'est pourtant le dernier ordre, entre guillemets, le dernier registre des besoins de l'être humain qui sont fondamentaux pour qu'il se sente utile et qu'il donne du sens à sa vie. Et là, du coup, les marques aujourd'hui, elles ont un nouveau rôle à jouer. Ce ne sont plus des agents commerciaux, ce sont des agents culturels. Alors, encore une fois, je vous livre là ma position. Elle n'est peut-être pas partagée par tout le monde, mais encore une fois, je viens vous livrer non pas une innovation, mais une alternative et un mode de pensée différent. Mais ce qu'on peut vérifier, c'est qu'effectivement, les marques sont devenues des agents culturels parce qu'ils ne sont plus dans le fait de générer des ventes. Ce n'est pas ça leur unique objectif. C'est peut-être une finalité, mais ça ne doit plus être la seule. Ils doivent absolument créer de l'adhésion. C'est-à-dire qu'en gros, ils doivent agir comme une nouvelle organisation sociale, un peu comme à une époque, vous aviez les religions, ou vous aviez les partis politiques. Ils agrègent des gens parce qu'ils réunissent autour d'une vision du monde partagée, ce qu'on appelle le système valeurs. Et le sens, c'est véritablement le système de valeurs qui vous donne envie de vous lever le matin, généralement, et de défendre des causes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ordre réel, l'ordre imaginaire et l'ordre symbolique. L'ordre réel, c'est donc le fait de... une table est une table, voilà. L'ordre imaginaire, c'est on peut vous faire imaginer plein de choses autour de cette table, parce que cette table vous évoque les repas en famille, et on peut vous faire rêver autour d'une table, alors qu'à la base, c'est juste un objet. Et le symbolique, c'est que la table, si vous la mettez dans une église, ça devient un autel, et donc ça devient un objet presque de culte. Bon, je peux vous en citer plein comme ça, je pense à la table, parce qu'elle est juste en dessous de moi, mais j'aurais pu prendre un autre objet. Et le symbolique, du coup, est très important dans la quête de sens, c'est parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir appartenir à un groupe tout en étant singulier. Et ça, aujourd'hui, on peut le vérifier. On choisit des marques parce qu'elles sont aspirationnelles et pas parce qu'elles vous vendent bien les produits. Enfin, globalement, ça marche un peu moins. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à dire à mes clients, mais aussi à mes étudiants, que la RSE, c'est bien, mais il faut la faire au carré. Un petit peu de mathématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, la responsabilité sociétale des entreprises, donc tout ce qui a trait au développement durable, c'est génial, mais c'est un prérequis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut même plus se poser la question de faire une mode éthique ou de faire une marque éthique ou d'avoir un propos éthique ou éco-responsable. Il faut par contre bien ancrer ça dans un récit et dans des racines pour que ça procure du sens, qu'on soit dans un imaginaire mais aussi dans de la symbolique, parce qu'il n'y a que ça qui va créer l'émotion. Et juste pour info, tous les neuroscientifiques qui ont mesuré l'impact de l'émotion sur l'acte d'achat, c'est 85% en moyenne quand même. C'est-à-dire qu'en gros, une émotion positive, bien sûr, elle va vous faire acheter à 85% un produit plutôt qu'un autre. Donc c'est dire ô combien ce registre de l'émotion est essentiel. Alors, la méthode en tant que telle. Alors là, je vais utiliser des mots barbares. En fait, ce qui distingue ma méthode d'autres, que j'ai donc pratiquées, c'est que ce n'est pas des outils marketing, alors que je viens du marketing. Hein. J'ai fait une école et j'ai pratiqué le marketing toute ma vie. Parce qu'en fait, je me suis dit, le marketing, c'est limité parce que c'est mettre sur le marché. Et moi, je ne veux pas mettre sur le marché. Je veux que le marché, que les adeptes, comme je les appelle, viennent à nous, vers la marque, soient attirés par la marque, qui nous choisissent non pas par dépit, mais par conviction, par le biais de l'émotion. Et ça, vous l'avez... Enfin, j'ai réussi à le développer et à révéler le sens des marques pour lesquelles j'ai travaillé en intégré puis après en conseil, en allant farfouiller dans des parties un peu plus intimes, comme je vous le disais, le qui et le pourquoi. Et cet ordre de l'intime, j'ai réussi à le révéler, donc c'est ça ma méthode, avec des disciplines qui ne sont pas celles du marketing, que sont l'anthropologie, une approche assez holistique, donc globale, avec d'ailleurs plusieurs disciplines, la maïeutique, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais pour vous simplifier l'histoire, la maïeutique, c'est la maïeutique de Socrate, ce vieux monsieur, mais il est encore très utile. La preuve, c'est que la maïeutique fait accoucher, c'est l'art de faire accoucher les personnes de leurs idées ou de leur créativité. Et je ne sais pas si c'est un don que j'ai, mais moi, en tout cas, je sais poser des questions pour aller chercher cette vérité qui est la leur. Et bon, vous avez une personne que j'accompagne aujourd'hui dans le public qui pourra en témoigner, je l'espère. Mais c'est vraiment l'idée que, de manière très humble, mais juste parce que je m'intéresse à la personne qui crée ou qui vient de racheter une société, j'arrive à aller chercher ce sens qui n'est pas une évidence du tout pour eux. Et mon approche, elle est évolutive, parce que vous allez voir, j'ai un petit schéma super sympa qui va arriver.
Je reviendrai sur les origines. Ça, c'est mon schéma. Parce qu'en fait, j'aime bien l'image, pas pour simplifier, mais pour que, entre guillemets, on comprenne un petit peu la méthode et l'approche. Donc, comme je vous le disais, ma méthode, elle part des racines et puis elle se déploie à travers une marque un peu anthropomorphique, c'est-à-dire que c'est une marque être vivant un peu, parce que je la considère comme un être vivant, pas une personne morale, mais une personne vivante. Et au même titre qu'un être vivant, elle a donc une histoire, des origines, et puis elle va produire des choses, elle va avoir des interactions avec le monde, etc. Et cette méthode, elle répond donc à 4 questions simples. Qui ? Pourquoi ? Comment et quoi ? Bon, avec ça, on n'a pas encore révélé la quintessence ou l'essence singulière de la marque, mais c'est les questions fondamentales qui permettent d'une manière quasi chronologique de remonter aux sources pour en faire extraire la singularité et bien sûr le modèle économique, parce que c'est quand même ça qu'in fine je fais. C'est-à-dire que je pars des racines, mais le comment et le quoi, on est déjà dans du marketing mix, on est dans le marché, on est dans la production, ce que j'appelle les preuves. Donc mon intention, parce que je suis quand même une femme de business à la base, c'est qu'à la fin, grâce à ça, on bâtit, on transforme une marque pour qu'elle soit performante, parce que singulière, parce qu'avec du sens. Ça, c'est mes convictions profondes. Donc effectivement, on démarre avec de l'intangible et de l'immergé, ce qui est donc invisible et intime. Mais là où mes convictions, je les assume pleinement, c'est qu'à la fin, vous avez des marques qui sont bien sûr visibles, qui ont un message universel et une portée universelle, et elles sont tangibles et elles ont tout un tas de choses émergées. Parce que sinon, si on s'attache uniquement à faire une marque un peu conceptuelle, on ne va pas aller très loin. Donc ça, c'est pour vous schématiser un petit peu la méthode. Et si on doit rentrer un petit peu plus dans le détail, donc pour la première question qui est le qui, l'objectif de cette première question, c'est que j'obtienne ce qu'on appelle la genèse ou le mythe fondateur. Alors le mythe fondateur, je ne suis pas la seule à l'utiliser. Il y a plein d'autres méthodes, je crois, et outils qui l'utilisent. Sauf que moi, mon mythe fondateur, je l'interroge et je le nourris à travers 4 axes principaux que sont l'histoire personnelle. Donc oui, c'est un rapport intuitu personae avec mon client, en l'occurrence. Parfois, j'ai 2 personnes, ça arrive. Mais c'est vraiment un espèce de rapport one-to-one avec une interview très personnelle, empirique. C'est-à-dire que je n'ai pas un questionnaire tout fait. C'est au gré des réponses que je me balade un peu dans sa vie et je vais puiser ce qui, moi, m'intéresse parce que je sais à peu près où on va aller, normalement. Mais je m'intéresse aussi à l'histoire collective. Et c'est là où il y a de l'anthropologie, donc l'histoire des sociétés et des êtres humains et des rapports entre les êtres humains entre eux. Parce que l'histoire collective, elle nous imprime aussi. Elle nous construit aussi. Malgré nous ou grâce à nous, je ne sais pas. Mais on n'est pas que le produit d'une histoire personnelle, on est aussi le produit d'une histoire collective. Les origines culturelles, oui. Alors les origines culturelles, alors ça peut être des origines sociales, ça peut être des origines identitaires. Et elles marquent aussi, bien évidemment, elles vous impriment. Qu'on vienne d'un certain pays ou que vos parents viennent d'une certaine région du monde, vous n'aurez pas la même vision du monde. Bien évidemment que non. Et tout ça se superpose, l'histoire personnelle, la trajectoire personnelle, vos études aussi, il y a le parcours pro qui vient, parce que ça aussi, vous faites des rencontres, enfin bref. Mais ces 4 polarités-là font que vous avez un mythe fondateur qui est le vôtre. Et le mythe fondateur, c'est d'aller chercher en fait dans toutes ces histoires-là cumulées qui se superposent et qui font que vous êtes une personne unique. Elles vont poser en fait les jalons. On va y voir les traces, les jalons de ce que ça va devenir, et on va presque commencer à percevoir que, en gros, vous n'aviez pas le choix. Cette marque, elle devait exister. Voilà. C'est pas du déterminisme, mais c'est qu'on est quand même nourri de nos histoires personnelles et de nos trajectoires familiales. La deuxième question que je pose, c'est donc le pourquoi. Alors là aussi, c'est pas tout de le poser. Il faut savoir ce qu'on cherche à obtenir. Et moi, ce que je cherche à obtenir dans cette phase donc chronologique, presque d'accompagnement et de méthode, c'est de convaincre par la marque et donc de chercher ce qu'il y a d'aspirationnel dans cette marque. Et la première grande question que j'essaye d'obtenir, enfin la réponse fondamentale pour moi, c'est de connaître la vision du monde de cette personne que j'ai en face de moi et qui est en train de créer une marque ou qui est en train de la relancer, de la transformer. Pourquoi la vision du monde est importante? Et là, je vais pas parler des industries créatives 2 secondes, je vais vous parler par exemple de Apple, que tout le monde connaît, ou de Tesla avec Elon Musk. Steve Jobs, par exemple, il a une vision du monde, enfin, il a eu une vision du monde qui a fait qu'il a créé une marque aspirationnelle.
Il n'a pas juste créé un ordinateur ou juste un téléphone. Ça, c'est l'émanation, je dirais, de ce qu'il avait en tête. Mais sa vision du monde, c'était tout un peu le bordel. Dans l'univers informatique, technologique, qui était l'apanage de certains, d'une forme d'élite, ou en tout cas, c'était dédié qu'aux professionnels. C'était des machines absolument pas comestibles pour le plus grand nombre. Et lui s'est dit, mais en fait, Internet, c'est l'avenir. Donc moi, je vais démocratiser tout ça. Et c'est pour ça qu'il s'est efforcé toute sa vie à défendre l'idée que les produits devaient être démocratiques, alors peut-être pas par le prix à la fin, mais accessibles en tout cas par l'interface, la partie ludique, design, bel objet, c'est-à-dire à l'opposé de ce qui existait. Et ça participe de sa vision du monde, qui était d'offrir au plus grand nombre ce qui a priori ne l'était pas. Donc, bon, après, je ne connais pas toute l'histoire personnelle de ce monsieur, mais il est certain que lui, comme un Elon Musk, sont des personnalités habitées et motivées à l'idée de changer la face du monde. Alors les piliers, c'est la deuxième question que j'essaye d'obtenir, bien sûr, à travers ce pourquoi, les piliers ou valeurs. Alors c'est vrai que j'ai tendance à ne pas utiliser le mot valeur. Pourquoi ? Parce que déjà, j'utilise toujours la métaphore quand je travaille une marque. Je dis que je suis en train de construire la maison, en gros. Voilà, je suis un peu maçon, l'histoire de quelques semaines. C'est-à-dire que je leur dis, quand ils viennent me voir, généralement, ils ont des super fenêtres, un super toit. Mais alors, il n'y a pas du tout de fondation, donc c'est un peu pas solide tout ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas posé la question du pourquoi. Et je leur dis, mais là, en fait, là, vous m'avez posé quelques valeurs, alors, transparence, proximité, tout ça, bon, super. Mais pourquoi ? Pourquoi ces valeurs-là, plutôt que d'autres ? Je trouve ça toujours un peu gratuit, pas assez profond. Donc, pour redonner de la profondeur, j'ai préféré utiliser le mot de pilier. Parce que comme son nom l'indique, d'ailleurs j'en demande 3, 4 max, et encore une fois, généralement c'est l'émanation, elles sont extraites tout naturellement de ce qu'on a déterminé comme étant une vision du monde. Et donc ces piliers, ils sont, comme cela l'exige, des éléments fondateurs qu'il faut absolument respecter. C'est des parties immuables. Le qui et le pourquoi, c'est des histoires immuables de la marque. Immuables, indélogeables, et à respecter un peu comme un dogme finalement. Et la raison d'être, alors beaucoup de personnes mélangent tout, la mission, la raison d'être, etc. Et si vous en faites partie, c'est normal, c'est que en fait, selon les agences qui font des plateformes de marque, etc., elles ne disent pas toutes la même chose, etc. Donc, moi, comme je suis quelqu'un qui suis très attaché au sens du mot et des mots, la raison d'être, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, ce qui fait que je donne du sens à ma vie, c'est ma raison d'être. C'est mon rôle dans la société, auprès des autres. Les engagements et les convictions, pareil, c'est ce qui en découle. C'est parce que vous avez une certaine vision du monde, que vous avez un certain système de valeurs, que vous avez dégagé une raison d'être. Donc ça y est, maintenant je sais pourquoi je suis ici sur Terre, c'est que j'ai quelque chose à y faire, que vous prenez des engagements. Donc ça peut être je produis bien, je vais produire en France, bref, il y a plein de choses pour lesquelles on peut opter. Et puis les convictions, c'est les croyances. Je crois que produire en France, c'est mieux. Je crois qu'il faut traiter les gens de telle et telle façon. Enfin, tout ça, encore une fois, ça doit avoir une logique. Et c'est encore une fois dans la trajectoire de réflexion. C'est-à-dire que ça ne doit pas arriver de nulle part. Pour la troisième question, donc là, on arrive à la partie qui peut bouger. Je vous avais dit que pour moi, j'ai une approche évolutive. Les deux qu'on vient de voir, le qui et le pourquoi, ne changent jamais. Si c'est bien fichu, ça ne doit pas changer. Ce qui va pouvoir changer, fort heureusement, c'est quand on revoit cette image de l'arbre, enfin de cet homme arbre un peu, c'est que ces feuilles poussent, les branches peuvent tomber, mais en gros ça revient. Mais ce qui ne bouge pas, c'est les racines. Au contraire, elles se nourrissent, elles se réaffirment, elles se reconsolident. Et donc dans le comment, c'est la partie se différencier par la marque. C'est donc la partie stratégique. Donc on sort du côté aspirationnel, on arrive à la partie stratégique. Comme je vous le disais, moi l'idée c'est pas de plaquer une plateforme de marque et qu'on n'en fasse rien. Pour moi, ça doit être un outil de pilotage stratégique sur du long terme pour bâtir encore une fois une marque puissante parce qu'avec du sens. Et là, en fait, j'applique du marketing mix assez classique, enfin un marketing classique. Donc je dégage bien évidemment la mission, c'est-à-dire comment la marque elle agit. Donc là, la mission, c'est parce que j'ai cette raison d'être, parce que j'ai cette vision du monde, parce que j'ai ces valeurs, alors je vais concrètement agir pour participer à ce monde que je veux, que j'idéalise, je vais contribuer à ma façon et ça va être ma mission. Donc ça peut être justement, une fois qu'on a dégagé
Pour Steve Jobs, c'était je veux décloisonner, je veux rendre accessible à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un ordinateur. Bon, bref, ça, c'était un peu sa vision du monde. Et du coup, sa mission, ça a été de produire des ordinateurs, puis des téléphones qui rendent accessible le web à tout le monde. Voilà. Mais à travers la création d'une marque, machin. Bon, bref. Donc, sa mission, elle s'est matérialisée à travers la production de ces ordinateurs et de ces téléphones. Sur les cibles, là aussi, c'est important de savoir à qui on s'adresse. Alors, je vais rapidement vous dire, moi, comment je constitue ces cibles et éventuellement ces personas qui sont intéressants. Donc, j'utilise aussi, vous voyez, des choses qui existent déjà quand même. Je ne renie pas totalement mon parcours marketing. Les cibles, moi, j'en identifie 3. Il y a le cœur de cible, comme vous avez déjà dû en entendre parler, mais j'appelle ça la cible identitaire. C'est celle, en fait, qui coche toutes les cases avec vous. C'est-à-dire qu'elle vient vraiment s'acheter un sac chez Hermès parce que pour elle, tout est en résonance avec son histoire personnelle. Voilà. Donc, c'est la cible identitaire. Après, vous avez la deuxième couche de cible, qui est la cible secondaire. C'est la cible que moi, j'appelle la cible affinitaire. La cible affinitaire, elle a quelques points de convergence avec votre marque. Elle partage certains aspects de votre système de valeurs et de votre vision du monde, pas nécessairement tout, mais il y a des choses en tout cas dans l'ensemble qui la touchent et qui résonnent en elle. Et puis vous avez la dernière, qui souvent vient plus tard aussi, c'est la cible satellitaire. Et la cible satellitaire, elle est, comme on l'a dit, elle est satellitaire. C'est-à-dire qu'elle est là, elle n'est pas là, elle n'est pas nécessairement fidèle. C'est pas un peu à la vie à la mort, mais elle est là. Et elle vous permet de grandir et de grossir. Et puis, vous avez le positionnement. Donc, c'est typiquement là où on s'interroge sur les concurrents. Alors, moi, je fais la distinction entre les concurrents et les marques qui font la même chose que vous, les marques sœurs. Parce que souvent, quand on s'interroge sur la concurrence, on va regarder ceux qui font à peu près la même chose que vous. C'est bien. Mais souvent, il y a des acteurs beaucoup plus gros qui font les choses différemment de vous, mais qui, eux, vous créent des vraies barrières à l'entrée. Donc, moi, je sais que je travaille toujours la concurrence sous 2 axes. Les marques sœurs et les marques concurrentes, celles qui vous mettent des bâtons dans les roues pour entrer. Et ce n'est pas du tout le même mapping. Les marques sœurs, c'est par exemple si vous êtes sur un créneau identitaire, je ne sais pas, culturel, avec des origines africaines, par exemple, ça peut être ça, votre ancrage culturel. Et j'en ai eu des marques comme ça. Typiquement, vous allez regarder celles qui surfent, entre guillemets, sur les ancrages identitaires. Pas nécessairement les ancrages identitaires africains, mais celles qui cultivent ces histoires un peu culturelles, un peu anthropologiques, avec parfois ce que j'appelle la grammaire de style, c'est-à-dire les mêmes codes, ils font appel aux mêmes iconographies, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des marques qui parlent un peu la même langue que vous, mais à leur façon, puisqu'elles sont toutes uniques. Mais elles ne vont pas vous mettre nécessairement des bâtons dans les roues parce qu'elles sont souvent des marques émergentes comme vous, etc. Mais les marques concurrentes, elles sont vraiment à regarder parce qu'il faut voir s'il y a de la place, bien sûr, pour vous. Moi, j'estime qu'il y a toujours de la place pour tout le monde. Ça aussi, c'est une intime conviction. Et puis enfin, la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est là où on dégage, en gros, ce qui vous singularise, mais dans la façon dont ça s'exprime. Donc là, c'est des parties visibles de votre marque. Parce qu'une fois que vous avez dit quelle était votre raison d'être, etc., votre positionnement, oui, d'accord, mais concrètement, quelle va être ta grammaire ? Quel va être ton vocabulaire à toi qu'on ne retrouve pas chez les autres ? Je vais prendre une marque que je connais bien, Hermès. Je ne sais pas si vous la connaissez tous bien, mais c'est facile de reconnaître un sac Hermès, une montre Hermès, un bijou même Hermès. Vous n'avez pas besoin d'être super initié à la marque. Pourquoi ? Parce qu'avec les années, ils ont fait ce qu'on appelle la répétition des codes identitaires, des marqueurs. Donc, si vous avez cette petite fermeture très spéciale qu'ils ont sur leur sac, qu'ils mettent sur tout un tas d'autres objets, vous savez que vous êtes chez eux, que ça leur appartient. Donc, c'est vraiment des marqueurs identitaires très importants. Et moi, je travaille beaucoup ça avec les marques. Je leur demande de travailler avec moi, en l'occurrence, leur grammaire de style, leur vocabulaire qui leur est propre, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais la répétition faisant la réputation, c'est comme ça qu'on va vous associer, qu'on va associer tel ou tel produit à votre marque. Et si vous regardez bien, que ce soit Nike, Adidas ou même Lacoste, pour ne citer que des marques bien iconiques, ces marques, elles sont mythiques, bien sûr, mais elles sont surtout révélatrices que si vous répétez toujours la même chose, avec des petites variantes, il y a de fortes chances que vous traversiez le temps. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, je les incite vraiment à développer cette grammaire de style. Et le quoi, qui est la dernière question, et non des moindres, puisque c'est la partie des preuves.
c'est l'axe opérationnel. Parce qu'encore une fois, l'idée de faire une plateforme de marque qui ne prenne pas vie, qui ne se matérialise pas, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Donc là, on attaque vraiment la partie mise en œuvre de cette partition musicale qu'on vient d'écrire. Et on se dit, voilà, ok, donc maintenant, comme tu t'appelles Tartampion, ça va donner quoi en produit? En sachant que tu as une grammaire de style, que tu as telle concurrence, que tu as telle raison d'être. Bref, on monte un peu toujours aux sources. On se réfère à cet outil de pilotage, finalement, pour bien driver ça sur l'offre, mais également sur la politique tarifaire, parce que selon le positionnement qu'on a, bien sûr qu'il va y avoir une incidence. Donc là, c'est marketing mix pur que vous avez probablement tous ou beaucoup eu l'occasion d'étudier ou de mettre en pratique dans vos métiers respectifs. Et puis aussi, comment est-ce qu'on va communiquer? Si on s'appelle Tartampion et qu'on a une grammaire de style particulière, qu'on a une personnalité, qu'on a quelque chose à dire de singulier, comment on va l'exprimer en communication? Donc c'est tout ça qu'on va aller chercher. Donc on se déploie quand même sur toute la chaîne de création de valeur. C'est vraiment ça l'idée de ce socle. C'est que ce n'est pas juste une petite plateforme comme ça posée dans un coin. C'est qu'elle doit embraser et embrasser tous les axes de développement de la marque. Et vous voyez, à la fin, ce n'est qu'à la fin que le logotype, le logo et l'isotype, qui est le code de marque, le crocodile, c'est un isotype, par exemple, la virgule, c'est un isotype, et la baseline arrivent. Alors que souvent, moi, les marques, elles viennent me voir, en tout cas celles qui se sont lancées, alors elles ont déjà leur logo, leur gamme chromatique, elles ont déjà tout ça. Par contre, elles n'ont pas le reste. Moi, je leur dis, waouh, vous êtes balèze, parce que alors moi, j'ai 4 questions et à peu près 10 sous-questions avant d'y arriver. Parce que pour moi, ce n'est qu'une matérialisation. Pour qu'elle ait du sens, justement, cette signature graphique, il faut qu'elle soit raccord avec tout ce qu'on a fait avant. Encore une fois, ce n'est qu'une émanation, une expression matérielle de votre territoire imaginaire et symbolique. Très concrètement, parce que comme c'est une méthode que j'ai voulu modéliser, moi, j'arrive à la faire en moyenne en 10 jours. Alors, ce n'est pas 10 jours façon bootcamp, hein, c'est impossible. Parce que moi, entre chaque rendez-vous que j'ai, je fais des recherches, puisque comme je vous le disais, je fais appel aussi à de l'anthropologie, aussi à ce qu'on appelle le nœud boumérien. Bon, bref, c'est tout ce qui est de l'ordre du registre réel, imaginaire, etc. Bon, bref. Donc, j'ai plein d'outils, plein de disciplines que j'utilise pour aller nourrir les échanges que j'ai pu avoir. Parfois, je leur apporte même j'ose le dire, des vérités qu'ils ne s'étaient pas nécessairement révélées à eux-mêmes. C'est l'idée de la maïotique, le fait d'accoucher des esprits. Et donc, c'est pour ça que moi-même, il faut que j'aille découvrir un petit peu, de manière pas archéologique, mais anthropologique, ce qu'il y a dans leurs histoires culturelles. Parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se dégagent à ce moment-là. Mais globalement, en 10 jours, répartis sur 2 mois, 3 mois, grand maximum, on arrive à avoir un document à la fin que j'appelle donc le socle identitaire stratégique. Avec ça, vous avez à peu près entre 70 à 100 pages quand même, mais dans lesquelles vous avez tout votre référentiel de marque auquel vous vous référez systématiquement, en sachant qu'il a vocation à évoluer sur les 2 questions du comment et du quoi, pas les autres. Alors la méthode en marche, je vais vous parler d'une aventure avec Méouné et Nahir qui est juste là, qui est venu me soutenir. En fait, c'était en juillet dernier, j'étais même pas à Paris. Je reçois un mail de Nahir qui m'explique qu'en fait, elle aimerait bien qu'on se parle parce qu'elle a déjà lancé sa marque. En tout cas, elle a déjà essayé de lancer sa marque. Ça marche pas tellement. Enfin, en tout cas, c'est compliqué. Elle sent bien qu'il y a un problème de positionnement. Ça, c'est le mot qui arrive souvent. J'arrive pas à me positionner. Je pense qu'il y a un truc qui bat de l'aile, etc. Tu me dis si je dis des bêtises. Et je lui ai dit, OK, parlons-en. Alors, je vais quand même expliquer que j'avais une méthode qui était la mienne, donc je vais préférer lui en parler. Je lui ai dit, je vais être un peu intrusive, je vais un peu rentrer dans ton intimité. Est-ce que tu es prête à cela? Est-ce que tu veux bien me raconter? Parce que si tu ne me racontes pas, je ne peux pas aller chercher cette essence et ce sens dont j'ai besoin, mais surtout, je pense, tu as besoin. Elle s'est bien prêtée au jeu, je peux vous le dire. On a eu pas mal d'échanges et de rendez-vous. Et de la même façon, on a suivi mon petit protocole, mon petit programme, avec les questions et les sous-questions dont vous avez pu voir tout à l'heure le détail. Et ce qui est bien, c'est que je pense qu'on a réussi à trouver la révélation. Alors, je ne vais pas vous mettre les 70 pages là, hein, parce que ce n'est pas trop l'intérêt, puis j'aurais du mal à tout vous lire. Mais en gros, le travail qu'on a fait ensemble, c'était bien sûr de la faire parler, mais c'était aussi d'aller là. Je lui ai demandé de me ramener des photos pour illustrer son histoire. J'ai besoin
c'est de la sémiotique, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des mots qui comptent, c'est aussi les images qu'on y associe. C'est en ça que notre mode de pensée, il est complexe, mais c'était important que je comprenne. Alors là, Nahir, qui est juste là, elle est d'origine argentine, elle vit en France aujourd'hui, mais bon, elle a un parcours assez dingue, et surtout, et c'est ça qu'on a dégagé. Alors, le mythe fondateur, c'est une vraie histoire que je rédige, hein. Donc là, je vais pas... En fait, ça ressemble à ça, à la fin. Mais on dégage les grandes idées. Alors, pour vous la faire très court, très simple, grâce à ces échanges très personnels, très intimes qu'on a eus, surtout au départ, bien sûr, j'ai compris que Nahir, qui venait me présenter sa marque de mode éco-responsable, comme à peu près 50 milliards d'autres sur Terre, je lui ai dit, OK, mais qu'est-ce qui a fait que tu as créé une marque de mode éco-responsable ? OK. La réponse, elle n'arrivait pas à la trouver. Donc, en farfouillant, en fait, on a trouvé. C'est que Nahir, elle est née donc en Argentine, mais pas n'importe où en Argentine. Elle n'est pas née à Buenos Aires. Elle est née dans un petit village, pas loin au bord de la Patagonie, de la Pampa argentine, donc en pleine nature, en fait. Donc, c'est une fille de la nature. Et dans un petit village qui s'appelle Caroué, qui est en fait surtout un village qui a été longtemps et qui est encore voisin aujourd'hui d'un peuple primitif qui s'appelle les Mapuches. Perso, je ne les connaissais pas, hein. Mais justement, je me suis dit, tiens, les Mapuches, ok, bon, super. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces gens-là ? Ils existent encore, donc c'est un peuple primitif autochtone qui est, quand vous vous y intéressez, ce qui a été mon cas, je n'ai pas eu le choix, de toute façon, il fallait que je rentre dans ce monde-là. En fait, je me suis rendu compte que Nahir était un peu le produit de ces peuples primitifs dont finalement, c'est comme si ça s'était passé par la terre, tout ça. Et elle partageait exactement la même vision qu'eux. Et leur vision du monde, justement, parce que c'est ça qui m'intéresse, donc là, vous avez une photo récente sur la gauche, un peu moins sur la droite. En fait, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle la cosmovision. Je ne sais pas si ça vous parle, la cosmovision ou la cosmogonie. C'est une façon de voir le monde comme un tout. Et en fait, le monde, et la nature en l'occurrence, pour eux, elle est sacrée. On ne doit absolument pas la dominer, on doit vivre avec. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite après à lire sur ton site, je crois que tu as tout mis. Hein. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, que cette cosmovision, cette cosmogonie, elle la partage pleinement et complètement avec ce peuple primitif autochtone. Et effectivement, elle partage avec eux, bien sûr, l'amour, mais l'amour dans le côté préservation de la nature, mais également la culture et le lien social. Ils ont une façon de fonctionner qui est dans le troc. Il n'y a pas de dimension capitalistique. Enfin, c'est à la fois, ça peut sembler pas moderne, et en fait, c'est ultra moderne parce qu'aujourd'hui, on tend tous à nouveau vers quelque chose de plus vertueux et de plus solidaire, finalement. Et le rôle de la femme, parce qu'en fait, ce n'est pas un patriarcat. Les Mapuches, c'est un matriarcat. Donc, c'est hyper intéressant de voir ô combien, pour elles, ça résonne, le fait que ce soit important pour elles de travailler avec ces femmes, en l'occurrence. Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais... Oula, le visuel a un petit peu... L'idée était de savoir, du coup, mais quelle est ta raison d'être ? Maintenant qu'on a compris que ta vision du monde, elle était assez proche de celle des Mapuches, mais c'est quoi qui, demain, va faire que tu as envie de te lever le matin et que tu as envie de défendre ta marque ? En fait, c'était sauvegarder et valoriser les patrimoines vivants et culturels andins, donc de la cordillère des Andes, là où se trouvent les Mapuches, justement. La nature, bien évidemment, mais ça paraît évident une fois qu'on a lu le reste. Mais si elle l'avait juste mis comme ça aurait été un peu gratuit. L'artisanat, la femme, encore une fois, est bien sûr, si possible, ancrée en Amérique du Sud. Je crois que l'atelier va se terminer, ou est terminé d'ailleurs. C'est ça, hein. Donc je vais m'arrêter. Mais en gros, je vous fais juste passer en revue tout ce qu'on a fait. Donc on a travaillé les piliers. Donc là, je vous fais un petit résumé, mais à chaque fois, en fait, on justifie ce qu'on dit. Il faut donner de la profondeur, parce que si vous ne donnez pas de profondeur d'explication, si vous ne rattachez pas ça à tout ce que vous faites globalement, vous ne créez pas d'adhésion. En tout cas, vous invitez pas les gens dans votre monde, parce que l'idée, c'est de les faire venir et de les garder dans votre monde. Voilà, bon, tout ça, c'est fondamentalement matérialisé. Voilà, je vous fais un rapide parcours du socle identitaire qu'on a travaillé ensemble. Voilà, donc là, vous avez par exemple la grammaire de style avec les matières qu'elle utilise, les gammes chromatiques, enfin voilà. Bon. En plus, là, mon doc est en train de lâcher, il me met la moitié des visuels, c'est super, c'est un message. Bon, on parle même de la production, le positionnement, les cibles. Voilà, en gros, tout ce que ça
conduit à faire ensemble. Bah écoutez, voilà, c'est fini pour nous. J'espère que vous avez apprécié. Merci.